Yorana, je vais vous raconter l'histoire donc du projet Vahamotu qui commence en juin 2011. J'arrive alors en Polynésie pour la première fois. Et le bateau Tara d'expédition scientifique arrive dans un mois au Gambier. À bord de ce bateau, j'ai une fonction un petit peu particulière. Je suis cuistographe. C'est-à-dire que je fais à manger pour les 14 personnes d'équipage, matin, midi et soir. Ça, c'est mon premier métier. Et je fais également de la photographie pour la communication du projet Tara Océan. Ça, c'est mon métier actuel. Tara Océan, c'est une expédition qui vise à prélever du plancton et étudier les récifs coralliens sur tous les océans du monde, pour alarmer un petit peu sur les problèmes de pollution dans les océans. Mais avant d'embarquer sur Tara, j'ai un mois de quartier libre et je compte bien visiter une île un petit peu éloignée de Tahiti. Et j'aime bien les endroits un petit peu originaux, et je me dis qu'un atoll, ça doit être quelque chose d'assez original. Je me dis également qu'on peut peut-être y trouver des bateaux à voile, des petits bateaux à voile traditionnels. Pourquoi ? Parce que la voile, c'est mon sujet de prédilection en photographie. Et l'année précédente, je me suis rendu sur une île dans l'océan Indien en débarquant de Tara, justement, sur l'île de Rodrigue, pour faire un reportage sur les pêcheurs à la voile. Et là, par exemple, vous voyez ce bateau, il y a un petit moteur à l'arrière, mais on ne l'a même pas utilisé cette journée-là parce qu'on est parti en slalomant dans les patates de corail le matin avec une petite brise. On est sorti du récif, on a pêché des kilos et des kilos de poissons, et on est revenu à bon port, et on s'est même tiré la bourre avec ce bateau que j'ai photographié pour savoir qui c'est qui allait vendre son poisson le premier arrivé à bon port. Et je me dis, dans les atolls des Tuamotu, il doit sûrement y avoir des bateaux comme ça, des bateaux traditionnels. D'ailleurs, il y a des choses qui me mettent la puce à l'oreille, comme par exemple le drapeau de la Polynésie. Sur le drapeau de la Polynésie, on peut voir une pirogue à voile. Sur les billets de banque des francs pacifiques, on voit des pirogues à voile également. Et même en partant de ma ville de Saint-Malo, avant de partir en Polynésie, je passe devant la vitrine d'une agence de voyage et je vois une photo avec des pirogues à voile qui vend le voyage pour Tahiti et ses îles. Et en gros, la photo, elle me dit « Viens naviguer en pirogue à voile à Tahiti ». Donc je suis persuadé que je vais voir des pirogues à voile en arrivant en Polynésie. Entre-temps, en discutant autour de moi, je décide de choisir ma destination, c'est-à-dire l'atoll de Fakarava. Pourquoi ? Parce que c'est une réserve de biosphère. Et je me dis que dans une réserve de biosphère, on doit encore naviguer avec des voiles traditionnelles, parce que c'est en accord avec les principes d'une réserve de biosphère. Sur place, je rencontre très vite Ato Lissan, qui est propriétaire d'une pension de famille, avec sa femme Colina. C'est un type incroyable, il est toujours enjoué de faire plein de trucs, il a une pêche extraordinaire. Et un jour, il m'emmène sur le récif pêcher au Patia, avec un petit groupe de touristes. C'est un pêcheur formidable parce qu'en une demi-heure, il arrive à pêcher assez de poissons pour donner à manger à tous les gens qui sont là. Ça, je trouve, c'est un bel exemple de réserve de biosphère, par exemple. Pendant que le poisson grille sur la plage, on entame une conversation avec Ato, et je viens à lui poser cette question qui me trotte dans la tête depuis que je suis arrivé. Où sont les pirogues à voile, Ato ? Et là, enfer et damnation, il me sort qu'elles ont disparu depuis près d'un demi-siècle au profit du moteur. Donc mon petit projet, mon idée de reportage de pêcheurs à la voile tombe à l'eau. Et puis à ce moment-là, en fait, je vais vous avouer que c'est plutôt un petit fantasme personnel. Parce que quand on voit la couleur de cette eau, aller tirer des bords à la voile là-dessus, c'est juste un rêve. Pourquoi ? Parce que je viens d'un village, d'une ville côtière en Bretagne, qui s'appelle Saint-Malo. Et dans mon village de Gaulois, il y a beaucoup de gens qui naviguent à la voile. Et il y a même, tous les 4 ans, depuis tout petit, tous les 4 ans, on voit plein de bateaux extraordinaires qui viennent s'amarrer au quai de Saint-Malo. Et ces gens viennent participer à une petite course qui s'appelle la Route du Rhum. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà. Et du coup, on peut voir ces marins exceptionnels, et du coup, c'est forcément la passion qui vous prend à ce moment-là. D'ailleurs, un de mes premiers clients en photographie, c'était un des skippers qui participait à la Route du Rhum. Alors, je vous garantis, quand on monte sur ces bateaux de course exceptionnels, on n'a qu'une envie, c'est y retourner et y retourner.
Donc là, à ce moment-là, je me dis, Atto me dit qu'il n'y a plus de pirogue à voile. Alors j'ai une idée, je me dis, écoute, je vais voir Atto, je lui dis, écoute Atto, ça te dit, je reviens dans quelques mois et on en construit une ensemble. Pour le moment, je me dis que Atto, je doute qu'Atto accepte ce challenge, mais il finit par accepter, il m'explique pourquoi, parce qu'en fait, il écoute beaucoup ses anciens. Il a un grand respect de ses anciens à Fakarava, et en fait, il lui parle très souvent de cette époque des pirogues à voile. Et du coup, il accepte, parce qu'il, quelque part, il voit là un signe. Et c'est le début d'une grande amitié avec Atto. C'est également le début du projet Vahamotu, le véritable début de ce projet. Donc j'embarque sur Tara. On passe 2 mois, enfin je prends mes fonctions de cuistographe sur Tara. On passe 2 mois à naviguer entre les Gambiers et les Marquises. Et là, c'est un voyage incroyable, parce qu'on rencontre des gens extraordinaires, on voit des paysages magnifiques. Et je sens une énergie qui se dégage de ces îles, que les Polynésiens appellent le mana. Et je sens que ce mana est en train de me toucher et je suis en train de tomber amoureux de ce pays. Ça me fait une deuxième raison de revenir. Quelques mois plus tard, je débarque de Tara, je trouve le moyen de revenir en Polynésie. Avec Atto, on commence à discuter de ce projet qui nous unit maintenant. Et on parle de la chose qui peut être la plus importante, c'est le support, c'est la pirogue. Qu'est-ce qu'on va faire comme pirogue? Et là, on se souvient que quand Atto a accepté, je me souviens quand Atto a accepté ce challenge, qu'il me parlait de ses anciens. Donc du coup, on organise une petite réunion d'anciens, parce que c'est eux qui ont le savoir, c'est eux qui connaissent cette époque. On organise une réunion chez Axel Tokorani, qui, en fait, on le surnomme affectueusement à Fakarava Papy Miel. Papy Miel, pourquoi? Parce que c'est le premier à avoir installé des ruches à Fakarava, et il fait un miel excellent. Papy Miel nous raconte son histoire. Il nous raconte qu'il a passé 37 ans dans la marine. Il a fait à peu près 2 tours du monde. Du coup, on décide de le prendre en photo avec Atto parce qu'on pense que l'image, c'est important pour porter un projet. Et lui, c'est un personnage de ce projet. Il a ses galons, ses mocassins, il arrive en habit de lumière, bien coiffé, et on le prend en photo. On n'est pas là que pour ça, alors on discute avec les anciens et on commence à mettre en place un petit cahier des charges de cette pirogue. On définit les cotes, les dimensions, le gréement, on étudie les contraintes de terrain de jeu, c'est-à-dire la direction de la houle, le vent, les vents réguliers, d'où ils viennent. Et ça va nous permettre d'avoir un véritable support adapté. Alors après cette petite réunion de cahier des charges, il y a les anciens qui rigolent un peu. Papy Miel sort ses outils de navigation, le sextant, les jumelles. Et là, il y en a un qui prend les jumelles, qui regarde l'horizon comme ça, et qui dit « les gogos, les gogos, les Gaulois !» Et là, j'ai l'impression que c'est de moi qui parle. Mais j'ai aussi l'impression à ce moment-là que on est en train de rallier des gens à ce projet. Et en fait, c'est plus ce petit projet égoïste, un petit peu quelque part, qu'on est en train de vouloir faire, c'est-à-dire juste aller naviguer à la voile. On est en train de, peut-être, faire revivre une tradition, aller puiser dans les racines de cette communauté. Donc maintenant qu'on a le cahier des charges, c'est un prototype, c'est-à-dire que ce n'est pas un bateau de série fabriqué en centaines d'exemplaires. Donc il nous faut un architecte. Là, vous allez me dire, ça paraît peut-être un peu moderne pour une pirogue traditionnelle. Mais en fait, notre souci dans le projet, c'est de réussir à marier l'aspect traditionnel aux techniques d'architecture et de construction moderne. Pourquoi? Parce qu'il faut que cette embarcation soit validée par les affaires maritimes, ce qui va pouvoir nous permettre d'emmener beaucoup de gens à bord en toute sécurité et de prouver la fiabilité de notre support. Donc là, à ce moment-là, je vous garantis, c'est un tournant incroyable dans le projet. On est super content avec Atto, on s'imagine déjà à bord. On est là à souquer les artimuses, on délire, quoi. Là, on s'y croit vraiment, quoi. Et en fait, avec cette pirogue, on se rend compte qu'il y a plein d'axes à développer. Un axe de formation, par exemple, formation professionnelle, scientifique, écotouristique et pédagogique. Donc le premier programme, c'est la formation professionnelle.
Et ça commence en fait avec un petit partenariat qu'on a mis en place avec un projet qui en est au stade expérimental aujourd'hui en Polynésie. C'est du fret insulaire à la voile. C'est-à-dire qu'il y a une pirogue qui s'appelle Terangi qui transporte des choses à la voile. Et en fait, Terangi vont transporter les matériaux de construction de notre pirogue à voile lagonaire avec une pirogue à voile hauturière, c'est-à-dire une pirogue à voile de large. On va amener nos matériaux par l'océan. Quand les matériaux vont arriver à Fakarava, on va mettre en place un chantier naval. Et là, on va faire renaître une véritable tradition au cœur du village. Parce que les habitants pourront vivre au jour le jour cette construction. En fait, là, à ce moment-là, on se rend compte que ce n'est plus du tout notre projet et celui des anciens, c'est le projet de toute une communauté. Le projet Vahamotu, c'est le projet des habitants de Fakarava. Sur ce chantier, on va former 2 jeunes. Grâce à un chef de chantier qui s'appelle Alexandre Janton, j'ai vécu une première expérience de construction de pirogue à voile avec lui l'année dernière, puisque c'est son métier. Et il en construisait une pour un hôtel de Bora Bora. Ça me paraissait évident pour continuer ce projet. Alexandre Janton va former 2 jeunes de l'atoll de Fakarava à un métier, la construction d'un bateau à voile. Mais on va aller beaucoup plus loin que ça. Ces jeunes, on va les former à un véritable univers, l'univers des bateaux à voile. Parce qu'on va leur apprendre à entretenir cette pirogue, on va l'apprendre à équiper et également à naviguer. Il y a également un programme qui est né à bord de Tara. C'est que la première fois que je suis parti de Fakarava, en embarquant sur Tara, j'en parlais autour de moi sur ce bateau. Et il y a un des scientifiques qui a vraiment été très intéressé par ce projet. Et il fait de l'imagerie scientifique. Il est spécialisé là-dedans. Mais je vais vous laisser avec Emmanuel Reynaud, qui c'est le chef scientifique, parce qu'il va expliquer ça beaucoup mieux que moi. Le but du projet avec Fakarava, c'est en fait de faire de ce qu'on appelle la science citoyenne, dans le sens où on veut mettre à disposition les moyens scientifiques à une communauté. Ça, déjà, on utilise un bateau normal, donc un bateau en bois produit à Fakarava, donc c'est un bateau qui ne consomme pas de diesel, comme les gros bateaux de science qui sont utilisés pour faire de l'océanographie normalement. Et l'idée, c'est qu'on va coupler 3 outils. Le premier, c'est un cerf-volant. L'idée du cerf-volant, c'est que ça peut être maintenu en l'air pendant 8, 9, 10 heures en fonction de la quantité de vent, et de le rendre autonome, c'est-à-dire d'avoir une hélice à l'intérieur qui va fournir de l'électricité aux 2 caméras qui se trouvent ensuite, une en infrarouge et une en visible, qui au fur et à mesure, étant donné qu'elles auront leur propre électricité, pourront transmettre en Wi-Fi toutes les informations directement au bateau. On va pouvoir fusionner toutes les images et faire une carte haute définition en utilisant une caméra de base comme une GoPro ou n'importe quel petit appareil photo. La deuxième chose, c'est d'avoir sous le bateau un système de caméra couplé à un système hémisphérique, donc c'est un dôme, et on projette la caméra sur le dôme, ce qui nous permet de couvrir de larges fragments du récif corallien et d'obtenir en fait la couleur des coraux, puisqu'on va pouvoir faire des calibrations en couleur au fur et à mesure. On a développé un petit système pour ça. L'autre possibilité, bien sûr, c'est d'utiliser un petit robot sous-marin. Ce petit robot est fait à partir de produits recyclés, donc des tubes de plomberie en plastique, qui nous permettront d'aller plus précisément et plus profondément, puisque les caméras sous le bateau sont limitées à 5-6 mètres en fonction de la visibilité. Ce qui nous permettra aussi de faire la 3D par photogrammétrie, une technique que l'on maîtrise bien dans le labo, puisqu'on a déjà travaillé dans les Maldives pour faire des colonies entières de plus de 20 mètres de long, afin d'avoir de la 3D de haute résolution. L'idée générale, c'est que la science peut être faite par tout le monde, et pour cela, il faut faire les outils. Et on va faire un test qui sera de faire la plus belle carte haute définition d'un récif corallien à faible coût, sans plongeur, à faible coût carbone, et surtout en fournissant les outils à tout le monde, c'est-à-dire qu'après, tout le monde pourra reprendre notre projet et faire la carte de son propre atoll, puisque le but de la science citoyenne et le but de la science est d'être bénéfique à la société, et pas seulement aux scientifiques qui la font, aussi blancs soient-ils. Le but de notre projet, d'aider Fakarava, et aussi d'aider les communautés sur des récifs coralliennes en utilisant des systèmes de ce type. Je vous remercie bien. Bonne soirée. Voilà, c'était donc Emmanuel Reynaud, qui est docteur en biologie intégrative à l'université de Dublin, en Irlande. Il y a un programme qui nous paraît important aussi à Fakarava, c'est l'écotourisme, parce que Fakarava est une destination touristique. Et du coup, on va pouvoir faire profiter les touristes de cette embarcation pour découvrir le lagon de Fakarava. On va également les sensibiliser à bord à la réserve de biosphère et au programme du projet Vahamotu.
En fait, je pense que quand ils vont rentrer chez eux, ils vont avoir un souvenir incroyable après avoir navigué sur après avoir découvert le lagon sur ce support. Il y a un programme qui sautait aux yeux également dans le projet Vahamotu, c'est le programme pédagogique. On a été rencontrer les professeurs de l'école avec Atto. Tout de suite, ils ont adhéré au projet et ont mis en place des programmes pour toutes les classes de l'école de Fakarava. C'est-à-dire qu'ils feront des visites du chantier régulières, ils verront se construire cette belle pirogue. Ils vont faire des Titiraina, qui est un jeu ancestral qui permettait en fait aux enfants, dès le plus jeune âge, d'apprendre les rudiments de la navigation à voile. On va également les faire interagir avec le projet scientifique. Voilà, je pense que ça va être vraiment exceptionnel pour les enfants et je vais vous dévoiler une petite partie de la deuxième partie du projet Vahamotu, qui est la mise en place d'un petit centre nautique traditionnel à Fakarava pour permettre aux enfants des Tuamotu, enfin de Fakarava dans un premier temps, et des touristes d'apprendre la voile sur des supports typiquement polynésiens. Donc, mener le projet Vahamotu depuis 3 ans, essayer de le rendre bon en permanence, ça me laisse un sentiment. En fait, de nos jours, je trouve que beaucoup de choses vont très très vite, très très loin, trop haut, au détriment des relations humaines, on peut le voir en ce moment, et également au détriment de la nature, de l'environnement. Donc je pense que des petits projets comme ça, on ne changera peut-être pas le monde, mais peut-être mis bout à bout, eh ben on peut peut-être avoir des espoirs pour le futur au lieu d'avoir des inquiétudes. Et je pense que ça, c'est à la portée de tout le monde. En tout cas, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Merci beaucoup. Malolo.